In the end, how much worse could it get? On était censé voir quoi, ici? Un homme moyen, normal, perdu dans la vie, dans son privé comme dans sa carrière, et qui, grâce à une pilule bleue magique, finit par devenir l'homme le plus brillant du monde. Un jeu de lumière, un zoom sur des détails, une réplique bien placée. You don't like me and I don't blame you. You see a self-defeating, energy-sucking piece of shit who's sponging off your husband. You're wishing I'd blown my brains out, but my existence shouldn't make you this upset. What is it? Et on comprend tout de suite. Eddie Mora, l'écrivain lambda un peu loser, est devenu en l'espace de quelques minutes un pur génie. Alors une question s'impose à nous. Comment réussir à représenter l'intelligence à l'écran? À l'image, nos acteurs nous transmettent tout. La colère, la peur, la joie, la détresse. C'est par ces émotions qu'on s'attache à eux, qu'on partage leur vécu. Mais les émotions ne sont que des réactions brèves. Derrière elles se cachent des traits plus profonds, plus permanents, qui fascinent sans qu'on sache toujours pourquoi. Pas des comportements ni de simples habitudes, des caractéristiques invisibles. What a dork. Et parmi elles, ma préférée, l'intelligence. I'm stronger, I'm smarter, I'm better. L'intelligence est une promesse, de possibilités, mais aussi de dangers. Les muscles annoncent des combats. Vous pouvez toucher, hein. La vivacité d'esprit, elle, annonce des stratégies, des manœuvres, des duels psychologiques. Mais montrer des cicatrices, c'est facile. Alors comment représenter à l'écran le mec le plus rusé de la pièce? Thomas Shelby est connu pour être un des personnages de série les plus stratèges jamais représentés à l'écran. Un chef de gang, un homme d'affaires, mais surtout un calculateur qui a toujours un coup d'avance sur ses adversaires. Et pour nous faire comprendre sa supériorité, la série fait des choix dans son interprétation. Dans sa mise en scène, elle nous montre un homme qui utilise ses mots avec soin, comme une arme. Il parle avec parcimonie, contrôle l'impact de ses phrases. Thomas Shelby ne parle jamais pour ne rien dire. Et parfois, il n'a même pas besoin de parler du tout pour se faire entendre. En réunion de famille, l'attention est tournée vers lui. Tout le monde parle. Il observe. Et lorsqu'on le confronte, il répond par quelques mots. Et le débat est clos. C'est également le cas avec son ami d'enfance, Freddie Thorne. Celui-ci bouge dans tous les sens, parle beaucoup, provoque et défie. Thomas, lui, ne bouge pas. Mais la scène est à lui. Et il finit par dominer son adversaire en 2 phrases. Perhaps it's a list of men who give false hope to the poor. The only difference between you and me, Freddy, is that sometimes my horses stand a chance of winning. Tommy Shelby n'explique pas ses manœuvres, ne donne pas de raison à ses choix. Il n'en a pas besoin. Il agit, ordonne et on obéit. Rarely answer questions. That's what I'll do. Tommy! I said, is there any man here named Shelby? Sa présence seule se suffit à elle-même. Dans nos codes sociaux, celui qui parle le moins est souvent celui qui contrôle le mieux la situation. Et personne n'a mieux compris ça que Cillian Murphy. I want to know what you want. Mais la clairvoyance ne se résume pas au silence et à l'autorité naturelle. Elle peut aussi s'exprimer à travers une arme plus subtile, plus directe, l'esprit vif. Là où Thomas s'impose par sa retenue, d'autres s'imposent par leur capacité à manier les mots avec éclat. Dr House n'est pas un bandit. Il n'affronte pas des adversaires dans la rue ou sur un ring. C'est un médecin. Il sauve des vies et travaille dans un hôpital. Ses collègues sont également médecins spécialistes et possèdent donc le même statut et la même réputation intellectuelle que lui. Le Dr House rencontre rarement les patients. Alors comment réussir à montrer qu'il est plus astucieux que tout le monde? Comment nous faire comprendre, à nous, le public, qu'il est le génie de l'histoire? Jeannette hémorroïde. Les showrunners vont utiliser une arme dévastatrice, le sarcasme. Regardons cette scène d'introduction. House attend l'ascenseur et le docteur Cuddy, la directrice de l'hôpital, se dirige frustré dans sa direction. Je vous attendais dans mon bureau il y a 20 minutes. Tiens, c'est drôle parce que j'avais aucune intention d'être dans votre bureau il y a 20 minutes. Vous croyez peut-être qu'on n'a rien à se dire? Non, je crois juste que ça va pas m'intéresser. La situation est sérieuse, tendue.
Les conséquences de l'échange peuvent être réelles. Tout le monde sait comment se comporter face à son patron, surtout lorsque nous sommes en tort. Mais pas House. En une réplique, on comprend. Il se pense au-dessus. Ça fait fais le numéro 6 ans travers. que vous n'avez pas assuré la moindre consultation. Qu'est-ce que je disais? J'avais raison, ça ne m'intéresse pas. Il est capable d'analyser une situation en une fraction de seconde et de donner une réponse provocatrice. Le sarcasme témoigne d'une vitesse d'analyse. Il crée un décalage immédiat vis-à-vis de la situation. Il offre une double lecture à la scène, ce qui est dit et ce qu'on pense. Et il permet également de montrer une maîtrise exceptionnelle du langage. C'est une forme ingénieuse d'expression. Je veux que vous fassiez votre travail. Comme l'a dit le grand philosophe Mick Jagger, on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Et Dr House en est l'expert. En toute situation, face à la panique, Ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez. au stress, À cause de vous, je loupe un épisode des experts en coréen. à l'autorité, Je n'ai jamais rien entendu d'aussi stupide. il y réagira toujours avec un coup d'avance, une réplique bien placée. Ça se fait pas? À cause du truc des juifs? Et le public comprend alors qu'il est bel et bien le plus brillant. Vous avez de la chance. On va dire ça. Mais l'intelligence ne se mesure pas uniquement à la vitesse verbale, car il existe une forme d'esprit plus glaçante encore, celle qui se révèle lorsque tout s'écroule autour, quand la panique gagne les autres et que seul le protagoniste reste impassible. La clairvoyance est aussi mise en évidence par la capacité à se maîtriser lorsque les choses dérapent. Lorsque tout le monde panique, mais que l'on reste calme. On analyse la situation, on contrôle nos gestes et on agit. C'est la confrontation entre l'action du protagoniste et la réaction des autres. Les émotions vives sont refoulées, l'impassivité est démontrée. It would be unwise for us to be publicly associated. Wouldn't you agree? Et c'est comme ça que Breaking Bad nous a fait comprendre la dangerosité et le calcul derrière le personnage de Gus Fring. Lorsque Walter White perd ses moyens, lui, il demeure calme, lent, silencieux, inquiétant. Tout le monde réagit à ses gestes, tout le monde attend son prochain mouvement, ses prochains mots. That's very interesting. Why? Because your boss is gonna need me. 6353 Juan Tabo, apartment 6. Lorsque Walter et Jesse trahissent Gus et tuent Gale dans son appartement, la tension est à son paroxysme. Gus Fring est pris de court. Il n'avait pas prévu ce scénario. Walter se pense plus malin que lui. Le quinquagénaire est pris en otage dans le labo. Oh, Jesus. Gus arrive, inexpressif. Pas un mot de sa part durant toute la scène. Et pourtant, c'est lui qui dicte le rythme. Le public attend. Walt s'inquiète, de plus en plus, se justifie. You have no one to make your product. L'homme de main, Victor, croit pouvoir s'imposer et se met à cuisiner. This person doesn't know what the hell he's doing. Et puis vient la scène de la mise à mort. Lente, contrôlée, immaculée. Gus Fring exécute violemment son propre garde, avec la même désinvolture que celle qu'il utilise pour nettoyer le grill de son restaurant. Il effectue une tâche avec soin, pas de souillure, pas de débordement, le contrôle au milieu du chaos. Un homme absolument effrayant. Gus Fring n'est pas comme les autres, il les surpasse. Mais si certains brillent par leur calme quand le monde s'effondre, d'autres impressionnent par une qualité encore plus redoutable, la capacité d'anticiper, de prévoir l'avenir et de manipuler les événements avant même qu'ils ne surviennent. En termes de sagacité, rien de plus marquant pour le public que de voir un personnage tout anticiper, tout prévoir. Nous sommes témoins de l'action et des événements, mais lui, il sait déjà ce qui va se passer. Il connaît ses amis, mais surtout, il connaît ses ennemis. Lorsque les pièges se forment, il les déjoue. Lorsque la tension monte et que l'étau se resserre, il prévoit une porte de sortie. Et lorsque les ennemis se multiplient, il s'en débarrasse. I intend to serve as Hand of the King until my father returns from the war.
And seeing as you betrayed the last hand of the king, well, I just wouldn't feel safe with you lurking about. Le protagoniste ne nous explique rien. Ses actions parlent pour lui. On ne révèle pas une stratégie. On l'exécute au bon moment. Lorsque Tyrion est nommé main du roi, à la place de Tywin, la tension est à son comble à Port-Réal. La guerre fait rage. Geoffrey est incontrôlable. Les alliances et manigances font légion. L'échiquier est en place. Yes, well, I do believe the hand of the king is welcome at all small council meetings. Our father is hand of the king. Yes, but in his absence... Ned Stark, l'ancienne main du roi, est mort, trahi par ses propres alliés. Alors, lorsque Tyrion arrive à Port-Réal, il se sent légitimement en danger. Il se sait entouré d'ennemis, de vautours prêts à se servir de lui pour gagner en pouvoir et en influence. Mais le nain n'est pas Ned Stark. Il sait jouer le jeu des trônes. Alors il s'organise, exécute des scénarios, vérifie la loyauté de ses prétendus alliés. Et c'est comme ça que l'on observe son intellect. Tyrion sait que sa sœur cherche son échec, mais il ignore qui lui est fidèle. I can trust you, Pycelle, can I not? Why, yes, of course, my lord. Alors il invente une histoire, différente pour ses trois suspects. I'm trusting the council with these plans, but the Queen mustn't know. The Queen mustn't know. You must tell no one. Tell no one what? Un mariage politique pour sa nièce. 3 prétendants différents pour ses 3 suspects. Et un seul traître. I'm brokering an alliance with House Martell of Dorne, to Theon Greyjoy, to Robin Arryn of the Vale. Car quand Cersei confronte Tyrion, un seul nom lui est parvenu. I will not let you ship her off to Dorne as I was shipped off to Robert Baratheon. Celui partagé par l'allié de la reine. So loyal that you told the Queen about my plans to send Myrcella to Dorne. No! Et il démasque alors le coupable. À travers cette scène, on comprend que Tyrion a un coup d'avance. Encore plus lorsque l'on découvre que c'était bel et bien son intention de fiancer sa nièce. It's done, Cersei. No. You cannot stop it. Une vérité cachée en mensonge, un signe de son ingéniosité et la confiance du public dans sa capacité à affronter ses futurs ennemis. The council has a reputation for serving past hands poorly. I don't mean to follow Ned Stark to the grave. 4 caractéristiques, 4 personnages, 4 histoires différentes. Et pourtant, lorsque l'on s'attarde sur leur profil, on réalise qu'ils partagent tous les mêmes fondations. Thomas Shelby, Dr House, Gus Fring et Tyrion Lannister, chacun d'eux est construit sur le même moule, les mêmes éléments clés qui les font briller à l'écran. Car l'intelligence n'est pas une simple émotion, ni même une action isolée. C'est une trajectoire, une construction qui s'inscrit dans le temps, une manière d'agir dans le présent, tout en se projetant déjà vers l'avenir. C'est la capacité de parler, mais aussi de se taire. La puissance d'un geste, comme l'aura d'une immobilité. Et c'est grâce à ces codes, et bien d'autres encore, que la sagacité finit par apparaître comme la plus grande, la plus fascinante et la plus marquante des caractéristiques d'un personnage. Et c'est pour ça que, dans cette scène, dans Limitless, on la pousse à fond. On l'exagère même, au point que ça manque de subtilité. Au lieu de nous faire comprendre qu'il est le plus intelligent, on nous l'indique en grandes lettres. Eddie Maura voit tout, calcule tout, contrôle tout. Et il perd en cohérence. On veut tellement nous dresser le portrait d'un homme parfait, sans défaut, que lorsqu'il commet des erreurs, on est sorti de l'histoire. Il gagne des millions en quelques semaines, mais oublie de payer ses dettes auprès de son créancier. Le NZT est un poison mortel, mais seul Eddie Maura pense à contrer les effets secondaires via un ingénieur moléculaire. Mais en réalité, Limitless ne raconte pas un homme intelligent, il raconte une pilule magique. Sans NZT, Eddie n'est rien. So, all this energy of yours, all this focus, has been a drug. Avec, il devient tout. Le vrai héros du film, ce n'est pas lui, c'est la drogue. Et c'est pour ça qu'il ne sera jamais à la hauteur d'un Shelby, d'un House, d'un Gus ou d'un Tyrion. Eux sont brillants parce que leur intelligence complète leur personnalité. Eddie, lui, disparaît derrière son pouvoir. Et au cinéma, c'est souvent ça le piège. On ne filme pas le génie, on filme juste l'illusion de l'avoir trouvé.